Vous le savez, une peine de 5 ans d'inéligibilité, 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, et la possibilité d'aménager la partie ferme sous bracelet électronique, ainsi que 100 000 € d'amende a été réclamé ce mardi contre Marine Le Pen. On va voir le sujet tout de suite de Tancrède de Guillotel. Et c'est vrai que ça pose un problème, disons-le, de démocratie. D'autant qu'en 2012, on l'a dit, c'est Dominique Strauss-Kahn qui est percuté par une affaire judiciaire. En 2017, c'est François Fillon qui avait quand même de grandes chances d'être président de la République, c'est percuté par une affaire judiciaire. En 2022, c'est pas une affaire judiciaire, mais c'est la guerre russe-Ukraine qui empêche une présidentielle de se dérouler, sinon normalement, du moins dans des conditions plus classiques. Et cette fois-ci, Marine Le Pen, qui est la favorite, elle est sortie. Donc à un moment, les présidentielles sont percutées, en plus par une affaire, on peut en parler pendant des heures, mais... On peut en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, on en parle pendant des heures. C'est juste il n'y a pas d'enrichissement personnel. Et effectivement, c'est... C'est pas une bonne défense, si vous me permettez. Mais c'est pas une bonne des choses. J'ai employé 10 fois le mot. C'est une affaire de corps de cul. Voilà ce que je pense de cette affaire. Ce n'est que mon modeste avis. Voyez Tancrède Guillotel et je donne la parole à Olivier de Lagarde. C'est au terme d'un réquisitoire qui a duré 6 heures que les avocats généraux ont requis une peine de 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Ils demandent également une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme aménageable sous bracelet électronique, et requièrent une amende de 100 000 €. Le parquet n'a cependant pas demandé l'exécution provisoire pour la peine d'inéligibilité. En cas de pourvoi en cassation, elle ne serait pas appliquée immédiatement. Si la Cour suivait la réquisition du parquet général avec une confirmation d'une peine d'inéligibilité à 5 ans, s'il n'y a pas d'exécution provisoire, en matière pénale, le pourvoi en cassation suspend l'exécution de la peine jusqu'à la décision de la Cour de cassation. Mais cela resterait une victoire symbolique pour Marine Le Pen, car si elle est saisie en cas de condamnation, la Cour de cassation devrait rendre sa décision avant l'élection présidentielle de 2027. Si elle suit ce qu'elle a annoncé, Marine Le Pen prendra toutefois sa décision de candidater ou non dès la décision de la Cour d'appel, qui sera connue d'ici l'été. Les magistrats trancheront après avoir entendu les avocats de la défense. Ils doivent plaider à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 février. Bon, les juges ont raison de dire qu'ils appliquent la loi, et la loi d'inéligibilité, ils l'ont votée, les députés. Écoutez, vous parliez d'affaires de corne-cul, je voulais rebondir là-dessus. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai discuté de cette affaire avec une avocate qui se trouvait au procès, qui me dit c'est une affaire de prud'homme. Et c'est une affaire de prud'homme qui date de 20 ans. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Éric Nolot, je pense que ce n'est pas une bonne défense, parce que le seul vrai sujet, c'est le problème démocratique. Est-ce qu'il est normal que la justice s'oppose à la candidature, a fortiori d'une des favorites? Sinon, sur le fond du dossier, écoutez, les pièces qui ont été produites, les échanges de mails entre les accusés, c'est accablant. Oui. Donc, il y a faute. Oui. Il y a faute. Non, mais c'est pas une affaire de corne-cul. C'est une affaire de prud'homme. Ensuite, c'est une affaire de prud'homme. L'expression n'est pas mauvaise. Vous mettez en parallèle, par exemple, là, cette affaire Fillon et Strauss-Kahn. Écoutez, Strauss-Kahn, c'est une affaire d'agression sexuelle. Mais vous n'avez pas raison. Non, mais là, c'est pas possible, quoi. Vous avez pas raison. En plus, quand on parle d'intolérance à la frustration, là, il y a quand même vous avez parfaitement c'est complètement raison. différent, je pense. Complètement différent, je suis d'accord avec vous. Le fond, attendez, pardon, le fond de l'affaire, c'est quoi? Olivier de Lagarde. Vous êtes au Parlement européen. Vous avez droit d'avoir des collaborateurs. Ensuite, qu'est-ce que vont faire ces collaborateurs? C'est tout le sujet du procès. Mais vous, en plus, vous faites partie d'un parti qui n'est pas européen. Vous n'allez pas fabriquer des lois. Vous les utilisez à autre chose, vos collaborateurs. Thomas Bonnet, après on va écouter la procureure. La culpabilité, elle fait peu de doute. Il y a des assistantes parlementaires qui ont vu très peu leurs députés. Donc c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet pour moi, c'est que là, l'exécution provisoire n'a pas été retenue. Mais vous savez que ça, c'est crucial en réalité. Alors là, pas dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. Ça sert à rien, l'exécution provisoire en appel. Je suis d'accord avec vous, mais écoutez... Ça sert à rien du tout. En première instance, ça se comprend. En deuxième instance, attendez, c'est quand même, faut s'attarder un moment là-dessus. Ça veut dire qu'ils ont déjugé ce qui a été dit en première instance. Si en première instance, il n'y avait pas eu l'exécution provisoire, Marine Le Pen, elle était candidate à l'élection présidentielle. Ça fait une petite différence quand même. Oui, donc, mais bon... Ça a été déjugé. Non, alors après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'elle a dit qu'elle ne se pourvoirait pas en cassation. Ouais. Donc si elle a une peine d'inéligibilité supérieure à 2 ans, elle n'ira pas à l'élection. Donc c'est Écoutez, les juges feront ce qu'ils veulent, de toute façon, comme d'habitude. Je vous propose d'écouter la procureure générale de la Cour d'appel de Paris qui intervient d'abord sur l'exécution provisoire ou sur les magistrats. Je rappelle que la magistrature n'empêche personne
Hein. Ce n'est pas nous qui avons placé les prévenus dans cette situation, c'est eux qui se sont placés dans cette situation et qui a justifié effectivement qu'on en arrive à un procès qui d'ailleurs aurait peut-être pu avoir lieu il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque les faits datent d'il y a plus de 10 ans, s'il n'y avait pas eu, pendant l'instruction, 45 recours d'engagés. En plus, aussi de la loi. Non mais je vais vous dire, c'est des gens qui sont habitués à avoir toujours raison. Il n'y a aucune sanction, c'est la seule. Alors eux, ils ont l'immunité XXL. C'est-à-dire qu'on l'avait vu dans l'affaire Outreau. Il est toujours dans la magistrature, le juge, comment s'appelait-il ? Le juge Burgot. Bon, ils ont raison sur tout. Il y a une forme comment dire, d'arrogance lorsqu'ils s'expriment, ou de morgue quand ils s'expriment, qui n'est pas agréable. C'est-à-dire qui n'est pas très agréable dans la pédagogie. C'est qu'ils se cachent derrière toujours la loi comme si la loi n'était pas interprétée. Oui. Bien sûr qu'elle est interprétée. Et ils ont raison. C'est pour ça d'ailleurs que ce sont des magistrats et pas des machines. Si c'était juste on applique une sentence automatiquement, bah voilà. Et ils montent au créneau. On avait vu un homme du parquet national financier monter au créneau le matin où Nicolas Sarkozy était jugé. Bon. Et puis on a le sentiment que c'est toujours du même côté que ça penche. Sur le même Donc cas, ça fait effectivement... interprété différemment pour le modem. Voilà, le modem, exactement. Ça fait quand même beaucoup. Mais écoutons cette dame que je ne connaissais pas et qui me paraît extrêmement sérieuse et compétente, procureure de la Cour d'appel, procureure générale de la Cour d'appel de Paris, et elle va parler de l'inéligibilité, et je ne sais pas ce qu'elle va dire d'ailleurs, mais elle aura raison de dire que c'est pas elle qui l'a voté, la loi. Alors nous n'avons pas demandé effectivement l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Je rappelle que c'est le tribunal, donc sur les magistrats du siège, qui avait prononcé cette exécution provisoire, et nous n'avons pas été pleinement, je le dis, convaincus par la motivation du jugement. D'abord, pas de risque de point de vue de réitération de ces faits qui datent d'il y a quand même plus de 10 ans. D'autre part, nous avons considéré que l'ordre public n'était pas altéré si Madame Le Pen pouvait se présenter à l'élection présidentielle, et surtout nous avons souhaité que le processus judiciaire se déroule donc normalement, et qu'éventuellement au regard si condamnation il y a, les prévenus puissent faire un pourvoi en cassation. Bon. Donc c'est fondamental ce qu'elle va dire. Moi, je découvre cette déclaration, mais ça veut dire qu'elle, donc, comme je le disais, elle démanque totalement toute la rhétorique qui a été celle des juges en première instance et qui a participé à créer l'émoi qu'on connaît. Si elle n'avait pas eu l'exécution provisoire, Marine Le Pen aurait sans doute fait appel plus tard. Il y aurait eu un délai plus espacé entre les audiences. Elle aurait sans doute pu être candidate. Donc ça change tout, en fait. Mais vous avez parfaitement raison. Ça change tout. Vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que moi je passe mon temps à dire la justice c'est pile ou face. Donc, mais quand je dis ça, Oui, vous avez raison. Donc le mieux c'est de ne rien faire qui puisse te mettre devant la justice. Ça, je trouve que c'est le mieux. Oui. Je n'ai qu'un conseil à donner aux uns aux autres, mais vraiment faites-le, voilà. Oui, bonjour madame, au revoir monsieur, vous avez raison, bien sûr. Bon. Mais en première instance, ça mérite d'être nuancé. En première instance, je pense que la défense du Rassemblement national était catastrophique. Ça consistait à dire à la justice, vous n'avez rien à dire, on n'a pas de compte à vous rendre. Voilà. Donc la justice dit, ah bon, bah alors, si vous estimez que vous n'avez rien fait, vous allez donc recommencer. Il y a risque de récidive. Là, la défense a changé. D'abord, la moitié des accusés ne s'est pas pourvu en appel. Ils acceptent la peine parce qu'ils savent très bien qu'ils sont coupables. Et pendant le jugement de deuxième instance, eh bien, le RN a reconnu les fautes. Donc on dit, ah, vous reconnaissez les fautes, vous n'allez pas récidiver, donc pas d'exécution provisoire. Je trouve qu'il y a une cohérence. Oui, mais l'exécution provisoire, ça n'a pas de sens en appel. Ça, c'est vrai. Donc c'est idiot. On t'enlève un truc qui n'a pas de sens. Oui, mais on te l'enlève quand précisément ça n'a pas de sens. Et on te la met quand. Donc c'est encore pire de le retirer maintenant. Voilà, je trouve que c'est un peu faux cul. Si vous me c'est un peu hypocrite en tout cas. Je préfère ce mot. Je suis d'accord avec vous sur l'idée. Troisième passage de cette dame. C'est toujours intéressant d'ailleurs d'avoir une discussion judiciaire, juridique. Écoutons ce qu'elle dit. On parle de la mise en place d'un système organisé, donc de détournement de fonds publics européens par un parti, et ce sur une dizaine d'années, et à hauteur pour le Parlement européen, d'un préjudice de 3,3 millions d'euros. Ce qui signifie que dans une affaire quand même qui est particulièrement grave, si le parquet général n'avait pas requis
de peine d'inéligibilité, et je rappelle d'ailleurs que cette peine aurait pu être de 10 ans, puisque c'était le maximum encouru, eh bien, je ne vois pas du tout dans quelle affaire politico-financière on aurait pu la requérir à l'avenir. Alors évidemment, tous les mots ont un sens. Quand on dit détournement d'argent public, on a l'impression que l'argent va dans la poche. Alors, ça s'appelle des constructions intellectuelles. Je vous donne mon humble avis. Bien sûr, alors, ils ont clairement travaillé pour le parti alors qu'ils auraient dû travailler pour le Parlement européen. Clairement. Oui, c'est indéniable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont fait de la politique. Après, qu'est-ce que ça vaut? Voilà. C'est du prud'homme. Tu es dans des partis politiques, tu as franchi la ligne jaune, ce n'est pas bien, c'est répréhensible, c'est évident. La frontière est tenue. Parce qu'évidemment, quand tu es un député européen, il travaille aussi pour le parti. Qu'est-ce qui fait qu'il travaille plus pour le parti, pour le Parlement européen? On peut considérer que tout ça, c'est quand même de la politique. Et la frontière que je fais toujours, c'est enrichissement personnel. C'est tout. Rappelez-vous au moment de l'affaire Fillon, on avait fait le compte de tous les collaborateurs au niveau de l'Assemblée nationale, des collaborateurs membres de la famille des députés. Il y en avait plus de 180. Et là, personne ne va leur chercher. Gérald Darmanin. Je pense, pardon Pascal. Je vous en prie, Sabrina Medjeber. Je me permettre de dire quelque chose. Je vous en prie. Je pense qu'au-delà des griefs retenus, non retenus, évoqués, non évoqués, des imbrications de part et d'autre, il est évident que cette campagne sera entachée sur le plan symbolique parce que même si c'est demain Jordan Bardella qui concourait, à l'élection présidentielle, je pense que tout le magma politico-médiatique ne manquerait pas de rappeler en permanence à Jordan Bardella dans la concurrence à l'élection présidentielle ce qui se passe concernant le parti du Rassemblement national et ça risque d'être très très violent dans les débats. Non, mais ça peut se retourner en sa faveur. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, sauf que ça peut être contre-productif parce que les gens... C'est possible. Vous savez, les gens, ils peuvent... Je parle des journalistes. Comment dire? Mais les journalistes, ils pèsent rien. Les journalistes, ils détestent Marine Le Pen et le Rassemblement national. Donc, et ça fait 50 ans que ça dure. Donc, ils expliqueront matin, midi et soir qu'il ne faut pas voter pour elle. Donc, c'est la bulle médiatique. Et vous aurez des artistes, et vous aurez des philosophes et des essayistes qui vous expliqueront. C'est comme ça. La France est comme ça. Ça peut être contre-productif pour la justice elle-même aussi. Il y a déjà 65% des Français qui considèrent la justice partiale et je pense qu'elle n'en sortira pas grandie et que ça va contribuer à alimenter un discrédit qui est déjà extrêmement fort. La perception du plus grand nombre, une sorte de bon sens, les gens disent oui, bon, bien sûr, bon, mais l'enrichissement personnel, c'est autre chose. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que quand tu t'es mis de l'argent dans la poche, c'est complètement différent. Mais là, ils se disent oui, bon, voilà, bon, c'est pas bien. La limite de ce raisonnement, c'est que moi, je ne crois pas que Marine Le Pen et Jordan Bardella soient totalement interchangeables. Oui. Ok, Jordan Bardella est très haut dans les sondages, il a beaucoup de qualités, il va être un bon candidat sans doute. C'est pas Marine Le Pen pour autant. Mais vous avez parfaitement raison. Et ça pose. Mais c'est pour ça que je pose que ça pose un problème démocratique XXL à notre société. Mais comme la bulle médiatique déteste Marine Le Pen et ne veut pas que Marine Le Pen soit au pouvoir, personne ne monte au créneau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'était Jean-Luc Mélenchon ou un autre candidat, tout le monde dirait déni démocratique. Vous auriez des influences médiatiques. Et je pourrais dire la même chose de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Si c'était à Jean-Luc Mélenchon, je dirais exactement la même chose. D'ailleurs, Manuel Bompard, ce matin, défend justement le principe qu'on ne puisse se concourir. Exactement. Si c'était Jean-Luc Mélenchon, je dirais la même chose. Écoutez Gérald Darmanin. Que dit-il, Gérald Darmanin? Il y a une justice qui fait partie d'un système démocratique. Madame Le Pen a fait appel, c'est son droit le plus strict, elle fait valoir ses droits et le juge du siège ne s'est toujours pas prononcé. C'est dans plusieurs semaines, je n'ai pas de commentaire à faire. Madame Le Pen a pu, je crois, tout le monde a vu, à la fois montrer sa défense comme celle de ses co-accusés. Il y a déjà eu une première instance qui l'a condamnée. Justement, et il y aura après ce procès, vous aviez dit, vous, après ce procès, que vous trouviez, je cite vos mots, choquant l'idée qu'elle puisse ne pas se présenter. Et il y aura après la cour d'appel, une cour de cassation si elle souhaitait la saisir, bien évidemment. Bon, parole neutre du ministre de la Justice. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Autre affaire, l'affaire Epstein. Et ça, c'est intéressant parce que des noms sortent, et notamment celui de Jack Lang, et notamment la fille de Jack Lang. Nombreuses personnalités. Alors, Jean-Luc Brunel est sorti, parmi eux Jean-Luc Brunel. Jerry Epstein est décédé le 10 août 2019 en prison. Il y a toujours un mystère qui entoure d'ailleurs sa mort. Il s'est suicidé. Officiellement, il s'est suicidé. Il est accusé d'être à la tête d'un vaste réseau international de pédocriminalité, arrêté par le FBI en 2019, incarcéré avant de se donner la mort, retrouvé mort dans sa cellule, suite à ce qui s'apparente à un suicide. Et je crois que son épouse est en prison.
Ghislaine Maxwell. C'est la fille Maxwell, sa première épouse. Voilà, Ghislaine Maxwell, la franco-britannique, est aussi mentionnée. C'est elle qui a attiré de nombreuses collégiennes et lycéennes dans le réseau pédocriminel de Epstein, considérée comme son bras droit. Elle a été arrêtée en 2020, condamnée à 20 ans de prison. Et puis, le nom de Jack Lang est sorti. Il était ce matin, d'ailleurs, Jack Lang, sur l'antenne d'RTL. Je vous propose peut-être de l'écouter immédiatement. Qu'a-t-il dit ? D'abord, je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Je l'ai connu quand il était assez proche de Woody Allen. C'est un homme qui, il faut le dire, aujourd'hui on a tendance à pour des raisons justifiées, les crimes qu'il a commis, qui ont été révélés ultérieurement, on a tendance à oublier que cet homme était un homme que j'ai connu en tout cas, un homme cultivé, passionné d'art, passionné de culture. Bon. C'est pas vraiment le sujet non plus, qu'il soit passionné de culture. Oui. Non, mais en revanche, il faut être un peu prudent avec la liste de noms qui sortent. Il y a énormément de noms français parce que tout dépend pourquoi vous êtes cité. Si c'est cité pour des faits criminels, oui, là, oui. Mais parfois, c'est tout à fait incident. Or, vous êtes quand même listé. Donc, c'est quand même, problématique. Parce qu'une fois que votre nom est sorti, toujours associé à Epstein. Oui, vous avez parfaitement raison. Donc, deuxième passage de Jack Lang, interrogé ce matin par Marc-Olivier Fogiel sur l'antenne d'RTL. Mais la générosité, ça existe en soi, mère, pardon, excusez-moi de vous le dire. Vous lisez l'histoire. Le problème, c'est que vous, normal, faites votre boulot, vous lisez les choses avec les lunettes de ce qu'on sait aujourd'hui des crimes abominables. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Même sans ces crimes. Non. Qu'est-ce qui justifie la générosité s'agit dans la vie. Et moi-même, je le suis par tempérament, et j'ai la chance de connaître des gens généreux avec qui nous échangeons, nous travaillons ensemble. Pour autant, ils ne sont pas des pédocriminels. Je ne comprends pas en quoi la gentillesse de ce monsieur, il était gentil, il était courtois, il était aimable, pas seulement avec moi, avec beaucoup de gens. Il était gentil et généreux avec les puissants. Et ça, c'est une des choses qui va rester de cette histoire. Il y a évidemment tout l'aspect criminel. Olivier de Lagarde. C'est une chose. Mais il y a un papier de Adrien Jolm ce matin dans le Figaro qui est formidable là-dessus, qui explique le modèle de fonctionnement du réseau Epstein. En fait, vous vous intéressiez pas tellement... C'était pas tellement politique. C'était... Si vous aviez du pouvoir, vous l'intéressiez. Et il allait vers vous, et vous allez lui rendre service, il allait vous donner de l'argent, et il créait une sorte de réseau de gens qui se croyaient, au bout d'un moment, au-dessus des lois. Parce qu'ils étaient généreux avec tout le monde. Aux États-Unis, vous donnez de l'argent aux candidats, que ce soit des républicains, que ce soit des démocrates, et vous êtes au-dessus des lois. C'est la compromission des élites, d'une grande partie des élites à des intérêts autres que les nôtres. Mais pourquoi il est cité Jack Lang précisément ? On découvre que Jack Lang a fait des affaires avec lui. En fait, il est cité très nombreuses fois, je crois 600 fois dans les... il invite l'homme d'affaires américain aux 30 ans de la pyramide du Louvre. Les emails relèvent une vraie proximité entre eux. La fille de Jack Lang, Caroline, a, elle, cofondé une société offshore avec Jeffrey Epstein. Voilà. Donc là, on est sur une proximité peut-être plus grande. Caroline Lang, la fille, a annoncé ce lundi démissionner de son poste de délégué général du syndicat de la production indépendante à la suite des révélations de Mediapart sur ses liens d'intérêt passés avec le criminel sexuel Epstein. L'ancien ministre de la Culture avait déclaré à l'AFP assumer pleinement les liens qu'il avait pu créer avec Epstein à une époque où rien ne laissait supposer qu'il pouvait être au cœur d'un réseau de criminalité. Alors voyons quand même le sujet qui vous est proposé par Nicolas Roger. Êtes-vous un prédateur sexuel de catégorie 3 ? Je suis dans le premier tiers. C'est quoi le premier tiers ? C'est le danger le plus élevé et le pire ? Non, je suis au niveau le plus bas. Dans cet entretien, publié par le ministère américain de la Justice, Jeffrey Epstein affirme être au niveau de menace le plus faible en tant que prédateur sexuel. Pourtant, ce scandale désormais appelé affaire Epstein semble de plus en plus tentaculaire. De nombreuses personnalités sont citées dans les 3 millions de pages issues du dossier. Parmi elles figurent Donald Trump, mais aussi l'ancien président des États-Unis Bill Clinton ou encore Elon Musk et Bill Gates. Et le scandale va bien au-delà des frontières américaines. Le nom de la future reine de Norvège, Mette-Marit, apparaît plus de 1000 fois dans les dossiers Epstein. Les nouveaux documents concernent également la famille royale britannique. Une photo de l'ancien prince Andrew au-dessus d'une jeune femme couchée par terre fait le tour de la presse anglaise. Un biographe de la famille royale évoque l'agitation autour du scandale.
Je ne pense pas que le simple fait de l'expulser du manoir royal et de lui retirer son titre suffira à apaiser l'agitation publique. Les gens veulent le voir rendre des comptes et être traduit en justice. L'affaire n'épargne pas non plus le monde politique français. De nombreux noms apparaissent dans les pages du dossier, dont celui de Jack Lang. L'ancien ministre de la Culture a reconnu avoir eu des liens amicaux avec Jeffrey Epstein, tout en précisant qu'il n'était pas au courant de son implication dans un réseau criminel. Parmi les nombreuses personnalités évoquées dans les documents révélés, toutes ne sont pas nécessairement liées à des faits criminels d'ordre sexuel. On parle souvent sur ce plateau de la sécession des élites. Là, on a un exemple concret, non pas de toute l'élite, mais d'une certaine élite, d'une oligarchie qui se sent au-dessus de tout, qui a le sentiment d'avoir quartier libre pour tout, y compris pour le pire. Il faudra que certains rendent des comptes, en effet. Quand même, soyons prudents. C'est pas parce que vous êtes cité comme Ah non, mais je n'ai pas parlé de tous les gens cités. Voilà. Il y a des cas très graves, en l'occurrence, qui sont documentés. Tout le monde... Évidemment, ce n'est pas tout le monde. Non, mais ce qui complique l'affaire, c'est la gestion. Parce qu'il a fallu beaucoup insister pour que ces documents soient révélés. Ils sont caviardés à qui mieux. Donc, je peux vous dire que la théorie du complot, là, c'est vraiment caverne. D'où la nécessité de la justice. Voilà. Et puis, il y a une commission d'enquête parlementaire. Pour le moment, et c'était ce qui était souligné dans la presse, les démocrates espéraient beaucoup que ça allait confondre la responsabilité de Donald Trump. Pour le moment, il n'y a aucun fait délictuel qui consacre Donald Trump dans les documents qui ont été révélés.